Bien, bonjour à tout le monde pour cette première vidéo pédagogique qui a pour thème la notion de dérivée. Le plan sera donc le suivant, avec tout d'abord une petite introduction aux fonctions ensemble langage mathématique, une rapide approche théorique entre guillemets, avec beaucoup de résultats qui resteront admis, ainsi que en deux, l'utilisation de la dérivée en microéconomie avec un accent mis sur la notion de coût marginal, qui a une importance très forte, notamment au second semestre. Et enfin, en troisième et dernière partie, l'utilisation de la dérivée en macroéconomie. Donc tout d'abord, on va se demander ce qu'est une fonction. Donc là, c'est plutôt, ça se rapproche de la définition d'une application, mais on va considérer que globalement, c'est la définition d'une fonction pour pas entrer dans cette subtilité qui ne nous est pas utile ici. Donc, on part d'un ensemble avec un certain nombre là, de points, hein, donc notamment par exemple un point X. On passe par une sorte d'abstraction de choses assez conceptuelles qu'on appelle en fait fonction. Voilà. Donc ce réel hein, qu'on prend, qui passe par cette fonction. Hein. Quand je dis qu'il passe par, c'est vraiment quelque chose qui reste assez abstrait. Et en fait, le passage par cette fonction, qui est une sorte d'idée, ça nous donne une certaine expression. Ça permet de transformer ce qu'on avait comme nombre réel en, en une certaine expression qui dépend en fait de f, de l'idée en fait qu'on veut lui donner en fait à ce réel. C'est résumé par ce mini schéma d'implication, un réel, une fonction, une expression. Et donc finalement, comme on prend dans un ensemble quelconque, soit inclus dans R, soit R en entier, on dit que pour tout x, la fonction f est la fonction qui, à tout x, à tout réel x, hein, on pourrait dire à tout réel y ou à tout réel z, peu importe, on le prend au hasard, cette fonction associe à ce réel x, par exemple, une expression, une certaine expression qui est f de x. Voilà, donc c'est une transformation ou une association. On peut s'intéresser brièvement à quelques petites notions donc d'ensemble, ensemble de nombres et de langage mathématique. J'en ai choisi deux parce qu'ils sont assez importants et qu'on les rencontre souvent. Donc d'abord, c'est tout ce qui est les nombres entiers positifs ou nuls, ce qu'on appelle les entiers naturels, qui sont décrits brièvement ici. Hein. C'est de 0 jusqu'à n, en passant par 5, 10, 15, 20, pourvu que ce soit des nombres entiers, que ce soit toujours supérieur à 0. Mais 0 est dedans là, hein. Sinon on met un n étoile. Donc, on peut aussi s'intéresser à R. Les entiers naturels, ils sont compris, mais il y en a plein d'autres en fait. C'est à peu près tous les nombres qu'on connaît assez classiquement. Bon, bah, il y a par exemple tout ce qui est les racines carrées, les nombres avec une infinité de chiffres après la virgule, de type pi, les fractions irréductibles, etc. Et donc, on peut prendre R dans son ensemble, mais on peut prendre un certain intervalle inclus dans R. Par exemple, l'intervalle 2, 3, l'intervalle 0 plus l'infini. On peut faire des bandes qui soient ouvertes ou donc, c'est-à-dire qui excluent le nombre qui est à la borne ou qui l'inclut. Donc, quand on choisit, et ça je l'ai déjà un petit peu évoqué, n'importe quel nombre dans un ensemble, on dit pour tout, quel que soit, c'est simplement l'idée qu'on prend absolument n'importe quel nombre, on dit qu'on peut prendre n'importe quel nombre, pourvu qu'il soit compris dans l'ensemble qui nous intéresse. On raisonnera, soit on raisonnera que dans R, on peut aussi se restreindre aux antinaturels. Par exemple, quand on évoque une quantité produite, on peut se dire, ah bah, y a pas des quantités ou un facteur travail, par exemple. On va se dire, oui, bon, le facteur travail, globalement, on va dire que c'est des entiers naturels. Hein. On n'a pas 1,2 unité de travail, on peut se le dire. Ensuite, la différence entre une variable et une constante qui va être essentielle. Une variable, elle varie. Enfin, c'est assez, je veux dire, c'est tautologique. Une constante reste constante. 3,5, j'ai donné comme exemple. Voilà.
mais on a certaines constantes particulières dans le cas général. Alors là, par contre, c'est une petite nuance. Et j'ai donné un exemple, là c'est alpha, ça peut être bêta, ça peut être A. Donc ça peut même être X parfois. Donc voilà, faut se méfier de ça. Donc là, on a f qui est défini par, et je pars de mon exemple pour l'expliquer, f de x, y, c'est une fonction de deux variables réelles, donc hein, j'ai bien mis qu'on avait pour tout couple qui appartiennent à R2, hein, donc le petit 2 c'est parce qu'on prend un couple de réels, hein, si on avait un triplet on mettrait R3, enfin, on va pas se compliquer avec les explications. Donc on a cette fonction qui est définie par 3x plus AY. Quelles sont les variables, quelles sont les constantes? Les variables, elles sont écrites, c'est celles dont dépend l'expression de la fonction f, c'est x et y. On les retrouve ici, x et ici, y. 3, il n'y a aucun doute sur le fait que ce soit une constante. A, c'est une constante. La seule nuance, c'est qu'en fait, c'est une constante qu'on prend dans le cas général. Voilà. On dit que elle est fixe, c'est une constante, mais on ne sait pas exactement laquelle c'est. Mais c'est une constante. Donc ça, c'est à comprendre. Donc, par exemple, si on dérive hein, par rapport à y, si on dérive juste y, la dérivée, ça fera bien a. Voilà. Comme la dérivée de 3x, pris tout seul, ça fera 3. On reviendra aux dérivations de fonctions à deux variables un petit peu plus tard. À la diapositive suivante, donc à cette nouvelle diapositive, je ne fais que reformuler plusieurs fois deux grandes idées clés. Ces deux grandes idées, c'est que une fonction, elle a une expression qui dépend d'une variable, qui en dépend réellement. Par exemple, la fonction carré avec pour expression y égale f de x égale x carré. Là, on voit bien ce petit x entre parenthèses qui a une forte signification. Ça veut dire que l'expression, qui sera en fait formellement, qui sera concrètement même, hein, x carré, elle dépend de la variable x. Donc ça, c'est la première idée clé. La seconde idée clé, c'est que finalement, si on veut savoir ce qui se passe avec l'expression f de x, qui ici est x carré, qui peut être alpha x, qui peut être ln de x plus exponentielle de moins x, tout ce qu'on veut, eh bien, pour s'intéresser à cette expression, à ces variations, il va falloir s'intéresser à x et à ces variations. Et se dire, mais finalement, c'est ce que je dis là, ce que je pointe avec le laser, quelle variation de f de x, de l'expression de f, est induite par x? Donc ça va quand même, c'est de ça qu'on va partir, c'est sur ça qu'on va vraiment mettre l'accent. Donc cette notion d'impact, en fait, une variation de la variable dont dépend l'expression de la fonction sur son expression elle-même. En partant d'une représentation graphique, on a de représenter la fonction carré et une certaine droite, dont l'équation est donnée ici, elle est de 2x moins 1. Et on a toujours f de x égale x carré. Donc on a deux fonctions en fait. Sauf qu'on voit que g elle est tangente. Pourquoi on dit qu'elle est tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse x égale 1? Pourquoi on dit qu'elle est tangente? La tangence, tanger c'est quoi? C'est être un peu ne pas être très stable. Eh ben, on voit que là, notre courbe, elle n'est pas très stable. Enfin, on a l'impression qu'elle est un peu en équilibre. Elle fait un jeu d'équilibriste sur un certain point. Parce que, en fait, si plus on se rapproche, plus on va zoomer, plus on va voir par contre que cette droite, en fait, va se confondre peu à peu, presque se confondre avec la représentation de f, de la fonction carrée, alors qu'en fait, plus on va s'en éloigner, plus on va voir qu'il va y avoir sur le côté hein, de plus en plus des écarts. Bah, du coup, en fait, comme on est assez proche, au point d'abscisse x égale 1, on est assez proche de la représentation graphique de f par cette droite, comme elle en est assez proche finalement, on peut, si on est au voisinage, c'est-à-dire si on est autour de x égale 1, par là, hop, sur la droite, on se dit qu'on peut à peu près
approximer à partir de cette droite les variations, comment va bouger, va aussi varier en fait euh, l'expression de la fonction f, c'est-à-dire x carré, en fonction de x. Si on fait bouger x sur la droite, sur la tangente à la représentation graphique de la fonction carré, et qu'on est au voisinage du point qui nous intéresse, c'est-à-dire x égale 1, à ce moment-là, on peut avoir une petite approximation. Mais si on en éloigne, si on s'en éloigne, ça n'a plus de sens, puisque les représentations graphiques, on le voit sur les extrémités du graphique, vont partir de plus en plus dans des sens différents. Donc, l'idée, c'est vraiment que cette variation doit être petite, mais qu'on peut approximer avec la tangente une petite variation de f autour du point, donc x égale 1. On va donc en fait admettre certains résultats. On peut s'intéresser donc à la microéconomie et faire un vrai lien. Donc en microéconomie, le coût marginal, c'est quoi? Le coût marginal, c'est ce que coûte une unité supplémentaire à produire. Donc c'est aussi finalement une fonction, puisqu'on prend une fonction, là on prend une fonction de coût, mais de coût total, c'est comme ça qu'on l'a définit. Donc c'est une fonction qui a toute quantité Q lui associe une expression C2Q qui en fait varie en fonction de Q. Et du coup on se demande ce qui se passe si on part de par exemple d'une quantité Q0 et qu'on va en Q0 plus 1 unité du bien, que devient le coût? Le coût total, il devient C de Q0 plus 1, hein, ça c'est assez, ça c'est intuitif pour le coût. Mais le coût marginal, comment il varie, comment on va l'approximer, comment on va le définir? Le coût marginal, ça va être Cm de Q0 qui va être égal à C de Q0 plus 1 moins C de Q0. Déjà là, on voit un peu le lien avec la définition qu'on avait donnée du nombre dérivé précédemment. Oui, donc là, la formulation me semble correcte, hein. Rien de choquant, on retire à ce que coûtaient les Q0 unités produites. On retire on retire ces Q0, ce que coûtaient ces Q0 unités à produire, à ce que coûtent désormais les Q0 plus une unité pour produire pour obtenir le coût de la dernière unité produite. On retire ce qu'on produisait avant à ce qu'on produit maintenant pour voir ce que le coût en fait réel de l'unité qu'on a ajoutée. De manière très triviale, on met 1 au dénominateur, ça ne change rien. Et en fait, on peut poser en fait à la place du 1 h. En fait, on peut prendre le problème dans le sens, se dire qu'on a C de Q plus A, donc ce coût marginal est égal à C de Q plus H moins C de Q, alors c'est C de Q0, mais peu importe, divisé par H, en posant H égale 1. On a globalement la même formule qu'on avait précédemment, sauf que H tend pas vers 0, il est égal à 1. Et ben nous, en économie, on va dire que c'est à peu près égal à 1, puisque on a un H qui est égal, c'est à peu près égal à 0, on a H qui est égal à 1, globalement ça tend vers 0. Bon, il ne nous en faut pas plus pour dire que le coût marginal, c'est la dérivée du coût total. Voilà. On peut du coup optimiser. Donc là, on rentre dans l'intérêt d'une fonction à une variable. Vous allez voir la suite en fait vient très logiquement dans le petit c. Donc en économie, oui, on maximise ce qu'on gagne, on minimise ce qu'on perd. Optimiser, c'est chercher des maxima, des minima, c'est-à-dire des extrémas. Alors attention, hein, ça vient du latin, c'est un minimum des minima, un maximum des maxima, un extrémum des extrémas. Les mots-clés sont conditions du premier ordre et conditions du second ordre, c'est les CPO et CSO. La CPO, c'est de se dire globalement, quand on arrive à un extrémum, notre fonction globalement, elle a un point où elle va plus vraiment varier, elle va être entre guillemets un peu stagnante, elle va ni être croissante ni décroissante. On le voit sur un graphique, par exemple sur le graphique de la fonction carrée, on voit qu'il y a un certain point tout en bas où c'est un minimum, hein, on le voit clairement sur le graphique, et où la fonction, en ce moment-là, elle est ni croissante ni décroissante, c'est-à-dire que si on appelle ça le point A,
eh ben, on doit avoir en ce point-là f' de a, c'est-à-dire la dérivée de la fonction f en a, qui doit être nulle, elle doit être égale à 0. Mais là, c'est juste un potentiel extrémum, ça ne va pas suffire. Donc la seule implication qui est vraie, c'est que si f admet un minimum en a, alors f' de a est nul, est égal à 0. Mais ça ne suffit pas, et il faut étudier la dérivée seconde, sa convexité, c'est la condition du second ordre. Je vais assez vite parce que c'est vu en maths, ça déjà pas mal, mais c'est juste pour expliquer un petit peu. Refaire un petit point. Donc on a établi que f' de a égale 0, ça on le suppose, hein, c'est dans notre exemple, hein, très général. On va calculer f seconde de a, et en fait c'est son signe à f seconde, le signe de f seconde de a qui va permettre de conclure sur, non seulement sur déjà si l'extrémum existe, et s'il existe, quelle est sa nature. Ça va venir ensemble en fait. Parce que si f seconde de a est strictement supérieur à 0, j'insiste sur le strictement, puisque quand ce sera f seconde de a est nul, il y a une grosse ambiguïté à lever. D'accord? Elle est là, à prendre la place. Si f seconde de a est strictement supérieur à 0, ça veut dire que f est convexe en a, ça c'est, enfin, globalement on va l'admettre, hein, comme d'habitude. Donc, convexe, ça veut dire quoi? Convexe, c'est un grand sourire, c'est un bonhomme qui est très content. Donc on voit bien que dans le grand sourire, c'est exactement le cas de la fonction carré, a c'est un minimum. Bon, pas de surprise. F seconde de a strictement inférieur à 0, ça veut dire que f est concave en a. Là, au contraire, c'est un bonhomme pas content. Il est concave. Voilà. Il est concave. Donc A, dans ce cas-là, est un maximum. On le voit directement. Hein, c'est comme si on retournait complètement à l'inverse la représentation graphique de la fonction carré. D'accord. Si f seconde de a est égal à 0, on doit vérifier le signe de f seconde de a. Alors c'est simple. Hein. On regarde ce qui se passe autour du point A pour la dérivée seconde. Si elle change de signe, c'est pas bon. Ça veut dire que simplement on a un changement de concavité, ce n'est ni un extrémum, ce n'est pas un extrémum, c'est ni un minimum ni un maximum. On appelle ça, c'est pas noté, un point d'inflexion, mais ce n'est pas un extrémum. Si autour de ce point A, on a exactement le même signe, négatif ou positif, c'est un extrémum. Donc si c'est que positif, si f seconde de x est positive strictement autour de A, ça veut dire que c'est donc un minimum. Et si f seconde de x est négative strictement à droite et à gauche du point A, A est un maximum. Voilà. On peut passer au lien entre coût marginal et optimisation. Je vais faire un lien entre tout ce qui a été dit, c'est-à-dire le fait que le coût marginal soit la dérivée du coût total et l'optimisation qu'on a vu précédemment. Donc le producteur veut maximiser son profit. Ça, on le sait, c'est son programme. Donc, son programme, c'est de max, hein, max de pi de q. Pi de q, donc c'est le profit. C'est une fonction de profit. Et là, c'est son expression, pi de q. Et son expression, on la détaille un peu dans le cas général, c'est r de q moins c de q. C'est-à-dire que le profit, c'est égal à la recette totale moins le coût total. Voilà. Pour maximiser le profit, on doit avoir la condition du premier ordre qui est vérifiée. La condition du premier ordre, on l'a vu précédemment, la CPO. Donc, c'est que la dérivée de l'expression de pi, du profit, elle doit être nulle. Autrement dit, on doit avoir R' de Q moins C' de Q est égal à 0. Hein. Si on dérive ça, en fait, c'est la règle de dérivation, c'est qu'on fait la dérivée de ça moins la dérivée de ça. Voilà. Donc, pi' de q égale 0, ça revient à dire, hein, ça c'est une équivalence, hein, ça veut dire que ça implique ça et que ça implique ça. C'est une double implication. Donc c'est très fort, faut pas en abuser non plus. Donc ça revient aussi à dire que la recette marginale, hein, est égale au coût marginal. Donc là, oui, je vais dire que c'est la recette marginale globalement. Je vais pas refaire le même exactement raisonnement que pour le coût marginal. On a la recette marginale qui est égale au coût marginal. Donc la recette marginale, aussi, tout ça, ce sont des fonctions qui dépendent de Q, la quantité produite. Dans ce cas-là, par exemple, si l'expression de la recette marginale dépend de Q, on a donc la recette marginale qui est égale au prix fois Q, la quantité produite.
Et dans ce cas-là, R' de Q est égal à P, hein. Constante fois une variable, quand on dérive, ça donne la constante, voilà, ou la constante fois implicitement. Donc ça, c'est pour maximiser donc, le profit. Bon, là, je ne vais pas tout décrire, mais globalement, il y a aussi la même idée exactement dans le cadre de la minimisation du coût moyen. Voilà. Au final, on a le coût marginal qui est égal au coût moyen. Donc voilà. Alors ça, c'est la première idée. Deuxième idée. Bon, alors oui, avant de passer quand même à la suite, donc là j'ai déjà mis la diapo d'après, mais donc on a vraiment juste une petite conclusion sur tout ça. On a vraiment fait un lien très fort, hein, entre une définition un petit peu théorique, mais que j'ai essayé quand même, j'espère, de rendre un peu plus concrète, avec cette idée donc de coût marginal. On a vu son importance et on a vu finalement qu'on optimise. Comment optimiser, hein, de manière générale, et en fait l'importance du coût marginal, de l'idée enfin, tout ce qui est, toutes ces expressions de marginal, hein, de fonctions, hein, que ce soit de coût, de recettes, etc. en économie. Et on a donné un petit détail en fait de tout ça dans le cadre donc notamment de la maximisation du profit, hein. C'était un exemple. J'ai aussi donné ce que je n'ai pas décrit, la minimisation du coût moyen de production. Maintenant, on va passer à l'utilisation, dernier point, c'est l'utilisation de la dérivée en macroéconomie. Donc, avant de passer à la macroéconomie, attention, on va rester un peu en micro pour définir ce que c'est qu'une dérivée partielle et juste expliquer en gros la différence avec la différentielle totale que je ne décrirai pas mais qui est sur les slides, avec même un exemple. Donc, tout simplement, on a vu que l'expression d'une fonction, elle peut dépendre d'une variable, x. Bah maintenant, elle va dépendre de deux variables qui vont être par exemple x et y. Elle peut dépendre de trois variables, x, y, z. Elle peut dépendre de n variables, hein, x1, x indice 1, virgule, x indice 2, virgule, x indice 3, etc. Trois petits points jusqu'à x indice n. Donc, dans un n-uplet en fait. Donc du coup, elle dépend de ces deux variables. Et du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir, d'une part, mesurer l'impact donc d'une variation d'une seule de ces deux variables en considérant toutes choses égales par ailleurs. On adore ça en économie, les toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire en considérant une variable fixe ou l'autre fixe inversement. Donc on peut calculer sa dérivée partielle qui montre comment varie f de x, y si on a juste une variation de x ou si on a juste une variation de y, toutes choses égales par ailleurs. Et d'où l'importance de mon petit point sur les constantes, puisque, attention, si vous ne prenez pas bien les variables qui restent fixées comme constantes, le calcul de la dérivée partielle devient faux. Mais on peut aussi mesurer l'impact sur f de x, y d'une variation simultanée de x et de y, mais là c'est la différentielle totale qui va quand même nécessiter de calculer du coup les deux dérivées partielles, ou plus, hein, finalement, si on a plus de variables, hein, si on a trois variables, les trois dérivées partielles, si on a n variables, les n dérivées partielles de la fonction concernée. Alors avec une attention, c'est le fait que, oui voilà, si f est défini par par n, si f dépend de n variables, alors attention, c'est un n-uplet qui appartient à Rn. Donc là, par exemple, si on a un couple, si f dépend de x, y, si on a l'expression qui est f de x, y, donc elle dépend de plusieurs variables. Bon, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que oui, mais le résultat, globalement, c'est R. On va de R2 dans R. Voilà. Un grand attention danger, c'est qu'il peut y avoir on voit bien là dans cette expression, f de x, y, z est égal à x plus y. On n'a pas d'exprimer la variable z, mais f en dépend quand même, la fonction elle en dépend quand même. C'est pas parce qu'elle n'est pas exprimée qu'elle n'en dépend pas. Donc,
On ne peut pas se dire: «Ah, mais il y a une erreur d'énoncé, je vais retirer le Z». Non, non et non. Donc, il va falloir vraiment ça l'intégrer, l'admettre. Hem, c'est pas parce que donc, on l'a pas dans l'expression que Z n'intervient pas, c'est important de le comprendre, on ne raye pas le Z. Idem si on dérivons par rapport à X, ça va faire un petit entraînement. Si on dérive par rapport à X, donc, ça veut dire qu'on considère Y comme une constante. Là, on n'a même pas, il n'y a même pas de doute. Si Y, donc si on dérive par rapport à X, Y est constante, ça va être égal à 0. Et X, donc sa dérivée sera, comme c'est la variable, 1. D'accord? Donc la dérivée partielle de f par rapport à x, de f de x, y, z par rapport à x, c'est 1 ici. Mais ça ne veut pas dire que cette dérivée partielle, elle n'est pas en fonction, exprimée en fonction de x, y et même z qui n'était pas dans l'expression de départ. C'est bien la dérivée partielle de f de x, y, z par rapport à x. Voilà, attention, danger. Donc idem quand on fait, oui, les dérivées partielles. Ça, c'est vraiment important. C'est pas parce qu'on n'a pas la variable dans l'expression que elle en dépend. Fonction, l'expression en dépend. Donc, les dérivées partielles différentielles totales, j'ai donné un exemple, c'est une fonction de production classique de Cobb-Douglas. Donc, c'est une fonction qui dépend, grand F, qui dépend de f de LK, le travail et le capital, donc avec pour expression grand L puissance alpha plus grand K puissance bêta. Donc en fait, tout ça, ça veut dire la même chose, Q égale F de LK, blabla. Ça veut dire que c'est la quantité produite, c'est la quantité qui est produite au total en fonction de deux paramètres, le travail et le capital, en fonction de deux facteurs de production, dans la mesure de alpha et de bêta. Voilà, dans la mesure de. Donc, quand on calcule la dérivée partielle de f de k, lk par rapport à L, c'est-à-dire par rapport au travail, ça revient à dire quoi? Ça revient à se dire, je fais varier mon travail de tant d'unités, de combien ça va faire varier ma production. Autrement dit, on s'intéresse à la productivité marginale du travail. Voilà. Donc, en prenant cet exemple pour calculer une dérivée partielle par rapport à L, au travail, on considère du coup que K, c'est une constante, d'accord? Même si elle est quelconque. Bon, j'insiste encore sur cette idée, mais on fait comme si on avait K fixé, même si on ne sait pas exactement à combien cette constante est fixée. Ça peut être 30, ça peut être 10, ça peut être n'importe quoi. Par contre, alors j'ai mis X, c'est une coquille, c'est L. L, on considère comme une variable qui bouge. Donc on calcule une dérivée, en fait, finalement, sera tout le temps comme ça. On revient à la dérivée d'une fonction d'une variable réelle. Voilà. Donc au final, on dérive bien la fonction f de LK par rapport à L. Donc notre K exposant bêta, il disparaît parce que sa dérivée c'est quoi? C'est 0, comme c'est une constante, puisqu'on dérive par rapport à L. En revanche, on utilise la formule habituelle pour L, qui est alpha facteur de L exposant alpha moins 1. Et donc, ça nous donne la productivité marginale du travail. La différentielle totale, c'est faire, donc d'abord, on doit préalablement faire les deux dérivées partielles. Ces deux dérivées partielles, en fait, chacune, on les multiplie par la petite variation qui est donc induite, qui est effectuée pour chacune des variables. Et on additionne ces deux quantités. Voilà. Donc là, c'est un petit exemple. J'ai donné l'exemple pour grand F, la fonction de production précédente. Je n'insiste pas. Donc là, on va rentrer dans le grand vif du sujet pour la macroéconomie. Parce que dans les modèles, il est clair qu'on a beaucoup de variables qui interviennent, mais que on peut pas. Souvent, on va essayer de voir l'impact de la variation d'une de ces variables, mais d'une seule, en considérant les autres comme constantes. Donc, souvent, on veut simuler par exemple une impulsion budgétaire ou monétaire sur le produit global.
Donc qu'est-ce qu'on fait? On calcule la dérivée partielle du produit global par rapport à la variable concernée, et on considère toutes les autres variables comme en fait des constantes cette fois-ci. On va supposer que le revenu d'équilibre macroéconomique d'un modèle ISLM il s'écrit de la manière suivante, c'est une écriture classique qui correspond à ce qui a été donné au S1 et même au S2 pour le cadre de l'économie fermée, hein, oui, de l'économie fermée, pardon, pour le comparer à l'économie ouverte. Donc c'est vraiment l'expression globalement assez habituelle du produit global, hein, d'équilibre macroéconomique. Donc pour le moment, je l'admets, delta Y, grand delta Y par rapport à grand delta G, c'est 1 sur 1 moins C plus alpha L1 sur L2. Donc, il va falloir bien comprendre pourquoi on note un grand delta et pas un petit delta, je ne le dis pas dans le diapo. C'est parce que on n'est pas à la marge, on n'a pas des petites variations. Là, on peut faire varier de beaucoup, beaucoup notre grand G, notre G, G des dépenses publiques, hein, je rappelle quand même au cas où. On peut on peut le faire varier d'une ampleur qui soit quand même assez importante. Donc on ne peut pas considérer que c'est une petite variation, on est obligé de mettre un grand delta, d'accord? Donc petit rappel, même si c'est pas hyper important ici du tout, même c'est 1 sur 1 moins la propension à consommer, euh, plus donc la sensibilité de l'investissement au taux d'intérêt alpha, multiplié par la sensibilité donc du revenu, de la demande de monnaie au revenu, et sur donc ce produit sur L2 qui est la sensibilité de la demande de monnaie au taux d'intérêt. Alors, voilà. Donc, c'est un peu comme dans le cadre de Q égale FKL, hein, on se dit, mais si on fait bouger de temps le travail, ça fait bouger de temps la production. Bah là, on se dit, en fait, si on fait bouger de temps les dépenses publiques, toutes choses égales par ailleurs, de combien ça fait bouger le produit global? Bah forcément, plus on aura en fait un delta Y, un grand delta Y qui va être important, plus on considérera bah, que la politique budgétaire a été efficace, que le delta G, grand delta G strictement supérieur à 0 aura été important. Alors, petite précision qui peut servir hein, dans le cadre du calcul d'un multiplicateur notamment, et c'est un petit mini parenthèse, mais qui permet de comprendre un peu le lien entre multiplicateur, la dérivée partielle, l'effet sur le produit global. Donc en fait, on calcule quoi? On a dit qu'on calculait grand delta Y sur grand delta G. Ça nous donne un petit m. Pourquoi petit m? Parce que ça va être le multiplicateur. Donc j'ai choisi de l'appeler petit m. On peut l'appeler petit b, parce qu'on s'intéresse à quelque chose de budgétaire là. Donc au final, par équivalence, je l'ai mis après, par équivalence, grand delta Y sur grand delta G égale M, ça équivaut à dire que grand delta Y est égal à grand delta G fois, fois le petit m. En fait, on multiplie par grand delta G de chaque côté, hein, de part et d'autre de l'égalité. Donc, plus finalement, donc là on voit finalement de combien varie le produit global, au final, c'est de grand delta G multiplié par petit m. Donc on voit que finalement, quelle que soit la relance, hein, donc son ampleur, plus petit m, ce coefficient va être élevé, plus la relance budgétaire aura été efficace. Par exemple, si on injecte delta G égale 5, si on a delta G égale 5, donc c'est-à-dire une augmentation de 5 des dépenses publiques, hein, ça sera d'autant plus efficace que le petit m, le multiplicateur budgétaire, est de 1,5 que s'il est de 0,6 clairement. Voilà. Et du coup, en plus, ça nous permet donc, oui, on mesure l'efficacité, on mesure l'effet global sur Y. Voilà le lien. Donc, on va s'intéresser, pour terminer, dans le vif du sujet, enfin vraiment au calcul, à ce calcul, on va le décortiquer de la dérivée partielle. Donc par rapport à G, je redonne l'expression du produit global au départ. Toujours visualiser l'expression ainsi. Ça c'est la base, ça c'est essentiel. Toujours, toujours, il ne faut jamais s'éloigner de ça. On visualise toujours que on a grand Y, en fait c'est tout ça, mais on ne divise pas par tout ce qui est en bas, on multiplie par 1 sur tout ce qui est en bas. Il faut l'admettre. Donc au final, tout ce qui est entre crochets,
on le multiplie par 1 sur 1 moins c plus alpha L1 sur L2. Attention, vraiment, ça c'est hyper important. Et vous allez voir du coup pourquoi on arrive à ce résultat qu'on a toujours. On peut se demander pourquoi c'est ce résultat. Tout ce qui est entre crochets, comme on dérive par rapport à G, c'est supposé devenir constant. Hein, quand on dérive, ça devient donc c'est des constantes, donc ça devient nul en fait quand on dérive, d'accord? Donc la dérivée d'une constante est nulle. Donc finalement, il nous reste quoi? Il nous reste en fait à dériver un k fois g avec ce k qui est égal à 1 sur 1 moins c plus alpha L1 sur L2. Or, la dérivée d'un réel constant qui est ce k, c'est juste qu'il est un peu plus complexe, bah c'est quoi? C'est la dérivée d'un réel donc par une variable, c'est k, c'est ce réel. Donc en fait, au final, on se ramène exactement au cas de base d'une dérivée qui est k multiplié par x, avec x qui varie et k une constante quelconque, hein, j'ai assez insisté sur les constantes quelconques, entre guillemets. Et donc la dérivée devient k. Sauf qu'ici, notre k, c'est 1 sur 1 moins c plus alpha L1 sur L2. Donc, voilà pourquoi au final, grand delta y sur grand delta g égale k égale 1 sur 1 moins c plus alpha L1 sur L2. Donc, petite remarque, ça aurait été exactement la même, quasiment, enfin en tout cas le même raisonnement avec le multiplicateur monétaire, sauf que là, on aurait eu un résultat un peu différent, puisque on a aussi un coefficient, enfin, le m sur p est multiplié aussi par un autre coefficient, donc au lieu d'avoir 1 sur tout ce qu'on avait, on aurait eu alpha sur L2 sur tout ce qu'on avait. Voilà. D'ailleurs, cette expression, souvent, c'est ce qu'on donne pour le multiplicateur monétaire en économie fermée. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Il vaut mieux la remanier parce qu'on voit pas bien l'influence des paramètres. C'est une parenthèse. Donc voilà, bah, c'est terminé. J'espère avoir pas été trop long. Je vois même pas combien de temps ça a duré. Donc j'espère vous avoir vraiment aidé, éclairé sur la notion de dérivée, l'utilisation en micro, en macro, parce que c'est important, essentiel, omniprésent et que souvent ça pose bah, pas mal de problèmes. Donc j'ai essayé de vraiment faire des choses le plus clair, le plus concis, précis et surtout évocateur et concret possible. Donc en cas de questions ou certaines remarques, vous pouvez toujours donner un commentaire avec plaisir. Je souhaite à tout le monde vraiment bon courage dans cette période compliquée de confinement et je vous dis bon courage pour tout et surtout une excellente santé pour chacun d'entre vous et pour tous vos proches. Voilà, un grand merci de m'avoir écouté.